Thank you. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la dernière fois que je me suis exprimé devant vous il y a 3 semaines, j'ai parlé de 3 crises qui se recoupaient. Crise économique, sécuritaire et politique, qui accéléraient la spirale à la baisse en Haïti. Nous sommes maintenant au seuil d'une crise humanitaire. 4 jours après ces observations, le gouvernement avait confirmé le premier cas de choléra en Haïti depuis plus de 3 ans. En quelques semaines, des dizaines d'autres cas ont été confirmés. Plus de la moitié ont provoqué la mort et on en soupçonne des centaines d'autres dans les départements de l'Ouest et du Centre. 25 de ces morts ont eu lieu dans la prison de Port-au-Prince. On soupçonne également des cas dans la prison de Croix-de-Bouquet. Les cas de choléra non documentés sont omniprésents dans certains quartiers de Port-au-Prince, notamment dans la Cité du Soleil, et les gangs continuent de bloquer le terminal pétrolier de Vareux, où la plupart du carburant du pays est stocké. Les conséquences pour les infrastructures fondamentales d'Haïti sont graves et perturbent les opérations dans les hôpitaux du pays, ainsi que l'approvisionnement en eau, et ont des incidences sur la réponse au choléra. Sans carburant, les ordures ne sont pas enlevées dans les quartiers et des pluies torrentielles provoquent des inondations qui, avec les déchets, les eaux usées, créent des conditions insalubres qui permettent la propagation des maladies. Ni le travail héroïque de la police, qui manque gravement de personnel et de ressources, ni les efforts politiques n'ont permis d'améliorer la situation. Comme toujours, ce sont les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables d'Haïti qui souffrent le plus. La réalité, c'est que sans le libre déplacement du carburant, Haïti ne pourra pas sortir de la crise actuelle. Malgré tous les succès de la police nationale pour ce qui est de réouvrir les routes et les quartiers, le port où le carburant est stocké reste en situation très difficile. En outre, la pénurie de carburant a maintenant des incidences négatives sur la mobilité de la police et les ripostes. Les appels du corps diplomatique et d'autres, y compris de l'ONU en faveur de la création d'un couloir humanitaire, n'ont pas été entendus. La situation générale n'est pas meilleure. Près de 1000 enlèvements ont été signalés rien qu'en 2022 et l'insécurité générale continue à empêcher des millions d'enfants d'aller à l'école. Elle isole des quartiers entiers et les familles sont victimes d'extorsion et sont brûlées vives dans leur propre maison. L'on peut espérer que l'arrivée ce week-end à Port-au-Prince de matériel technique très important acheté par les Haïtiens, fourni par le Canada et les États-Unis, aideront la police à reprendre le contrôle de la situation. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, concernant la situation politique, la résolution 2645 a créé un sentiment d'urgence, car pour la première fois, elle demandait au gouvernement de faire rapport sur ses efforts visant à parvenir à un cadre durable assorti d'un calendrier et généralement accepté pour un processus politique dirigé par les Haïtiens. Sur la base de la décision du Conseil, j'ai intensifié mes efforts pour amener les acteurs clés autour de la table et grâce à un dialogue constant, préserver l'élan entre les parties prenantes intéressées pour créer un cadre permettant de renouveler le processus politique. Depuis le mois d'août, la société civile est à la pointe d'initiative qui a failli ramener toutes les parties prenantes autour de la table pour un objectif commun. Avec l'appui du BINU, les acteurs économiques, sociaux et politiques ont commencé à trouver des manières pratiques d'aller de l'avant. Ils ont lancé un nouveau cycle de discussion entre les divers blocs. Cependant, les pourparlers ont échoué. L'esprit de compromis s'est évaporé et dans un déjà-vu malheureux, les intérêts particuliers ont pris en otage le discours. Mais ces pourparlers ont malgré tout continué et hier encore, une réunion a été organisée entre les représentants de la société civile visant à revitaliser un large consensus. Les bons offices de l'ONU
reste plus essentiel que jamais pour fournir aux Haïtiens les possibilités de se rassembler et de convenir d'une voie pour la stabilité pour le pays. Les acteurs du secteur privé qui n'ont pas voulu appuyer les réformes devraient continuer, ou plus exactement, qui ont été prêts à appuyer les réformes, devraient continuer en ce sens, reconnaissant qu'ils ont un rôle important à jouer. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte d'insécurité et de crise humanitaire que, le 7 octobre, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à solliciter l'appui d'une force armée internationale spécialisée pour aider à garantir le libre déplacement de l'eau, des carburants et des biens médicaux, pour éviter que la situation se dégrade encore. Je ne puis que répéter l'appel du secrétaire général aux partenaires d'Haïti afin qu'ils examinent cette requête de toute urgence pour aider immédiatement ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, alors que les manifestations exigeant le départ du Premier ministre de son gouvernement se poursuivent, certains y voient un nouveau rappel du rôle des intérêts économiques et politiques particuliers qui résistent aux efforts du gouvernement visant à réformer les recettes de l'État et les douanes pour le bien du Trésor et de l'ensemble de la population. Et donc le débat sur les sanctions a débuté. Les Haïtiens utilisent activement les réseaux sociaux et les débats radio pour exprimer leur appui à des sanctions ciblées sérieuses contre ceux qui promeuvent la violence afin d'empêcher les changements qui menacent les systèmes de corruption enracinés. Monsieur le Président, comme je l'ai dit dans mon exposé le mois dernier, face à des troubles civils constants, des violences et des pillages, y compris des entrepôts du PAM et de l'UNICEF, les droits fondamentaux sont sapés de manière flagrante partout dans le pays. Les bandes armées continuent à blesser, enlever, violer et tuer. Et le rapport des droits de l'homme sur les violences sexuelles commises par les bandes armées, publié vendredi, montre comment les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés. Le viol est utilisé de manière systématique comme arme de contrôle et de terreur. Tout appui renforcé à la sécurité pour la police nationale devrait également s'accompagner d'un appui au système judiciaire pour garantir la reddition de comptes, mais également pour renforcer des initiatives dirigées au plan national telles que le projet d'unité judiciaire spécialisée dans le traitement des crimes commis par les bandes armées ainsi que les crimes financiers. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, les privations économiques font que la population est plus vulnérable qu'elle ne l'a été depuis des années. La violence des bandes armées empêche l'aide humanitaire face à une maladie qui relève la tête et également face à la faim. 4,7 millions de personnes sont confrontées à la famine aiguë, ce qui est un record, y compris des dizaines de milliers qui sont au bord de la véritable famine. L'urgence de la situation déchire la structure politique et sociale du pays. Toute résolution globale exige une solution politique dirigée par les Haïtiens. Mais cette solution continue à nous échapper et en soi, elle ne suffit plus pour faire face à la crise actuelle. Pour appuyer les institutions haïtiennes à rétablir l'ordre et la reddition de comptes et pour sauver des millions de vies qui autrement seraient perdues, les membres du Conseil doivent agir de manière décisive pour aider à faire face au fléau persistant de l'insécurité et de la corruption en Haïti. Je vous remercie.